Chapitre 4. Les modes d'action collective. Bon, d'accord. Il n'y a pas d'homosexuel qui se respecte qui, au fond de lui-même, ne condamnerait pas le sexe dans les lieux publics. Mais regardons les choses en face. C'est amusant. Le danger s'ajoute à l'aventure. La chasse, la drague, le rendez-vous, un sacré petit jeu. Et alors, le plus souvent, le sexe instantané. C'est tout. Lettre dans Open Forum, Sex in Public Places, publié par Larry Carlson dans Vector. Selon moi, Vector est la meilleure revue homophile. C'est un mensuel édité par la Société pour les droits individuels. Deux sérieux problèmes se posent à ceux qui recherchent des coups sans lendemain et impersonnels. Le premier a trait à la communication. En effet, à l'exception de la masturbation, le sexe nécessite une action collective qui requiert à son tour une forme de communication. Pour cela, il faut que des signes convenus soient échangés, des intentions exprimées, et l'action soutenue par encouragement mutuel. Dans des conditions normales, cette communication prend la forme de rites verbaux et gestuels qu'on nomme faire la cour et faire l'amour. Les partenaires parviennent à un accord verbal et font état de leurs intentions. Faire la cour implique presque immanquablement qu'on se dévoile et qu'on s'engage, même s'il y a, comme cela arrive souvent, tromperie. Ces modes courants de comportement collectif n'ont pas leur place dans la quête du sexe impersonnel et anonyme. Le second problème vient du passé culturel de l'homme occidental. Il entoure tout ce qui concerne le sexe de connotation subjective, relations personnelles entre les individus, amour romantique et un catalogue sans fin de sentiments. La condamnation du sexe sans amour est si universelle que l'essentiel de l'acte de courtiser disparaît presque sous un fatras d'ornementation propre à assurer le partenaire de la pureté des intentions. Les préludes habituels de l'acte sexuel encouragent les partenaires à s'engager intensément et à se dévoiler. Et c'est précisément là que les amateurs de tasse Et c'est là précisément ce que les amateurs de tasse veulent éviter. Un rituel particulier leur est donc nécessaire. Le charme et le danger qui résultent de ces rencontres sont d'autant plus grands que les partenaires ne se connaissent pas. Hétérosexuels ou homosexuels, les avances qu'on fait à des inconnus sont à la fois excitantes et dangereuses, si bien qu'elles requièrent une action concertée progressant dans une réciprocité croissante. C'est ainsi que le rite propre aux tasses n'implique ni contrainte, ni engagement. L'approche. Toutes les étapes, phases ou figures observées au cours des jeux dans les tasses impliquaient des mouvements corporels. Dans la mesure où le silence est une des règles de ces rencontres, les stratégies des joueurs font appel à certains mouvements physiques. Gestes de la main, mouvement des yeux, manipulation et érection du pénis, signes de tête, changement de posture ou déplacement d'un lieu à un autre. L'approche du lieu de rencontre, même si elle ne constitue pas une étape à l'intérieur du jeu, s'apparente à la dernière forme de mouvement énoncé. Bien que se déroulant à l'extérieur du périmètre de l'interaction, cette étape peut avoir des répercussions à l'intérieur. Une voiture peut tourner une ou deux fois, puis finir par s'arrêter en face des toilettes. J'estime que dans le tiers des cas, le chauffeur rangera sa voiture à une distance raisonnable, parfois à une 50aine de mètres sur le côté ou derrière,
afin qu'on ne fasse pas le rapprochement entre sa voiture et la tasse. À moins qu'il ne soit pressé ou intéressé par quelqu'un en particulier qui entre dans les toilettes ou s'y trouverait déjà. Cet homme attendra dans son automobile pendant 5 minutes ou plus. Au cours de cette attente, il examinera la situation. Y a-t-il des voitures de police dans les environs? Reconnaît-il l'une des autres automobiles? Y a-t-il un partenaire désirable parmi ceux qui attendent? Il lira peut-être le journal et écoutera la radio. Il sortira et nettoiera son pare-brise, tout en levant les yeux chaque fois qu'une automobile s'approchera. L'objectif est d'avoir l'air aussi naturel que possible dans un tel lieu, tout en saisissant l'occasion de draguer tout joueur potentiel au moment où il passera lentement dans sa voiture. Parfois, il entrera dans les toilettes en emboîtant le pas de quelqu'un qu'il observait. Si l'occupant d'une autre voiture lui plaît, il peut, en guise de signal, décider d'entrer pour que l'autre le suive. Si personne d'autre n'approche ou ne quitte les lieux, il entrera peut-être pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Certains attendront dans leur voiture pendant 1 heure jusqu'à ce qu'ils voient s'approcher un éventuel partenaire désirable ou jusqu'à ce qu'ils sentent que c'est le moment d'entrer. Pour ceux qui sont déjà dans les toilettes, l'attitude de celui qui est dehors peut être révélatrice de la façon dont on peut l'approcher. Les hétérosexuels n'attendent pas. Ils s'arrêtent, entrent, urinent et s'en vont. L'homme qui reste dans sa voiture alors qu'un certain nombre d'autres vont et viennent, puis se dirige vers les toilettes dès qu'un homme jeune et relativement beau s'approche, peut révéler par son attitude à la fois ses préférences et son refus d'avoir des relations avec toute personne moins attrayante que la moyenne. Quel que soit son comportement à l'extérieur, tout homme qui s'approche d'une tasse occupée doit savoir qu'on est en train de le jauger dès qu'il avance dans l'allée. Tandis que les uns l'évaluent par la fenêtre, d'autres sont peut-être en train de se faire une pipe. Prendre position. Une fois introduit dans le périmètre de l'interaction, le participant doit saisir l'occasion de draguer ceux qui sont déjà là. Il ne dispose que du court instant où il traverse la pièce pour apprécier la situation. Dès qu'il s'est placé près de l'urinoir ou à l'intérieur d'un box, il s'est déjà engagé dans la première étape du jeu. Même la décision d'utiliser tel ou tel urinoir obéit à une considération tactique. Si les 2 installations situées à l'une et l'autre extrémité sont occupées, ce qui est souvent le cas, un nouvel arrivant qui prend position au centre des 3 urinoirs avance trop fort. Il est sans doute du genre acteur impatient qui veut les 2 points de vue possibles. Si les 2 extrémités sont occupées, il n'est pas considéré comme correct de la part d'un nouvel arrivant d'occuper le milieu. Il pourrait troubler le jeu d'un autre. Obéissant à d'autres motifs que la politesse, l'acteur avisé occupera un des urinoirs situés à l'une ou l'autre extrémité pour se laisser plus de place au cours des manœuvres à venir. Si le nouvel arrivant se tient tout près des installations, de telle sorte qu'on ne puisse le voir facilement de face et qu'il regarde par terre, on pensera que c'est un hétéro. En ne laissant pas voir son pénis aux autres, il manifeste qu'il n'est là que pour uriner. Cette stratégie, suivie d'un départ rapide des lieux, représente tout ce qu'ont besoin de savoir ceux qui veulent jouer l'hétéro. En franchissant ainsi la première étape, aucun homme ne sera sollicité, inquiété ou conduit à s'engager au-delà dans l'action. Pour la défécation, il faut trouver les toilettes disposant de boxes fermées. En revanche, celui qui connaît les règles et souhaite jouer
se tiendra tranquillement en l'arrière de l'urinoir, tournant son regard d'un côté à l'autre ou vers le plafond. À ce moment, il remarquera peut-être un homme dans le box le plus proche qui risquera un coup d'œil dans sa direction par l'embrasure. La prochaine étape consiste pour l'homme dans le box, ou quelqu'un d'autre dans la pièce, à se diriger vers l'urinoir situé à l'autre extrémité, tout en faisant attention de laisser une distance de sécurité entre lui et l'autre joueur. Selon mes observations, ceux qui pénètrent dans un box, ou après un bref arrêt à l'urinoir, s'adonnent dès leur entrée à ce qu'on pourrait appeler le système pointé passif. En faisant une telle ouverture, ils manifestent auprès des autres participants leur intention de servir de fellateur. Sur les 50 rencontres observées systématiquement et se terminant par 43 actes de fellation, 27 pointés ont débuté de cette façon, dont 25 assis sur le siège des WC et 2 debout. 2 pointeurs seulement ont commencé en s'asseyant sur les sièges, et 4 en restant debout dans les box. Prendre position représente une étape plus décisive pour ceux qui veulent jouer le rôle de pointé que pour les autres. Au cours de 16 rencontres observées, le fellateur ne bougea pas jusqu'à la conclusion du jeu. La stratégie de ces hommes consistait à s'asseoir et à attendre, jouant un rôle ouvertement passif. Au contraire, ceux qui terminent comme pointeurs ont 2 fois plus de chances de se placer d'abord près de l'urinoir que les pointés. Seuls quelques individus de chaque catégorie se tiennent çà et là, ou près de la fenêtre au cours de cette phase du jeu. Faire savoir par signe. La thèse principale du livre de Marvin Scott sur les courses de chevaux est contenue dans la proposition suivante. L'étude bien faite d'une organisation sociale consiste à analyser l'organisation de l'information. Il ne m'appartient pas de dire si cela vaut pour toutes les organisations. Toutefois, je n'en doute pas dans le cas des rencontres de jeu. C'est le propre du joueur d'avoir un savoir-faire pour transmettre, interpréter, assimiler et agir à partir des informations qu'il donne et reçoit. Chaque étape de la rencontre ne constitue pas seulement un moyen de mieux se placer par rapport aux autres partenaires, mais également un moyen de communication. Alors qu'il est vital pour les pointés d'informer les autres de leurs intentions dès qu'ils prennent position, environ la moitié des éventuels pointeurs transmettent cette information au cours de cette 3e phase. En guise de première manifestation de leur stratégie, ces derniers jouent avec leur sexe, au cours d'une sorte de masturbation sans conviction. Enquêter. La chose qu'ils, pointés potentiels, regardent, c'est la manipulation, pour voir si le type va se tripoter. Il va faire semblant de se masturber, et c'est le vrai signal. Enquêteur. Donc la façon de manifester qu'on veut bien entrer dans le jeu, c'est de se tripoter ou de se masturber. Enquêter. Disons une pseudo-masturbation. Le joueur consentant, surtout s'il a l'intention d'être pointeur, s'écarte de l'urinoir de quelques centimètres, afin qu'on puisse voir son sexe facilement. Il commence alors à se caresser, ou à jouer avec l'extrémité de son pénis. Dès qu'un autre joueur apercevra ce signal depuis les urinoirs, il commencera à faire de même. Au bout de moins d'1 minute de ce genre de stimulation, on observe généralement une érection. Alors commence le jeu des regards. Le partenaire potentiel fixera le sexe de l'autre, le quittant des yeux de temps en temps pour fixer directement ceux de l'autre. Ce regard mutuel entre des personnes, à l'opposé de la simple vision ou de l'observation, exprime une union tout à fait unique
et nouvelles entre elles. George Simmel, Sociologie. Pour une discussion complète de l'usage du regard dans les engagements en face à face, voir page 91-95. J'ai observé quelques joueurs passer directement de la première phase du jeu à l'échange de regards. Mais cela ne semble se produire que dans 5% des cas. Il est important de se souvenir, tout au long de cet exposé, que le fait de montrer son sexe en état d'érection constitue pour le pointeur le moyen unique, invariable et essentiel de faire connaître son consentement. Personne ne sera peloté ou entraîné au-delà dans le jeu, à moins qu'il ne fasse ce signe. Cela relève de la règle qui veut qu'on n'impose pas sa volonté aux autres, règle à laquelle je n'ai observé aucun manquement. Fort de mes observations systématiques et répétées, je doute de la sincérité de quiconque, détective ou autre, prétend avoir subi des avances dans ce lieu sans avoir d'abord donné son consentement, en montrant son sexe en état d'érection. Inversement, il suffit qu'un individu familier de cette stratégie l'esquisse pour être entraîné dans l'action. Il n'est pas nécessaire d'en savoir plus pour jouer. La plupart de ceux qui veulent être pointeurs se mettront à se masturber sans conviction devant un miroir, un urinoir. D'autres le feront franchement, debout ou assis dans un box. Exceptionnellement, tel ou tel s'y livrera ailleurs dans la pièce, mais à condition que tout soit occupé. Dans 10% des cas, l'occupant du box indiquera son intention de servir de pointer, en invitant d'un mouvement de la main ou de la tête un partenaire à venir le rejoindre. Quelques autres signaux peuvent venir de celui qui est assis. Si le box est muni de portes, son occupant tapera du pied ou fera passer un mot. S'il y a un glory hole, petit trou d'environ 8 cm de diamètre, soigneusement creusé dans la cloison du box, à peu près à hauteur du sexe, celui-ci servira à transmettre des signaux. Note: l'expression glory hole, que l'auteur définit lui-même, était également utilisée par les habitués des tasses en France qui, semble-t-il, ne le traduisaient pas. La traduction française de glory hole, dans un autre contexte, est Capharnaüm, dont le littré donne la définition suivante: lieu qui renferme beaucoup d'objets entassés confusément, lieu de désordre et de débauche. J'ai pu en observer 3 variantes. L'apparition d'un œil à travers la cloison située du côté du siège, ce qui manifeste clairement qu'un homme assis vous regarde. Un doigt se tortillant à travers le trou, ou une langue qui sort. Parfois, les partenaires directs n'ont pas besoin d'échanger des signaux. D'autres, situés dans la pièce, feront signe à quelqu'un d'entrer dans le box. Peut-être les participants se sont-ils parlé à l'extérieur ou donné rendez-vous, ce qui rend inutile cette forme de communication dans le périmètre d'interaction. Un 6e des rencontres dont j'ai été témoin se sont déroulées ainsi. Manœuvrer. La 3e figure est au choix. Elle sert à transmettre peu d'informations aux autres joueurs et sera parfois négligée pour cette raison. Comme le montrent mes notes d'observation, 28 des pénétrés éventuels et 35 des pénétrants, sur un total de 53 actes sexuels, n'ont pas bougé pendant cette phase de l'interaction. C'est le moment de manœuvrer, de changer de position par rapport aux autres
et aux diverses installations de la pièce. Cette étape de l'action est significative. D'abord, en ce qu'elle souligne le rôle crucial de la prochaine figure, le contrat. Puis, en ce qu'elle permet de distinguer tout de suite ceux qui veulent servir de pointés. Sur les 33 joueurs observés en train de circuler à cette étape de la rencontre, 20 se sont révélés ensuite être des pointés. Les 2 tiers ont utilisé la stratégie qui consiste à s'approcher de quelqu'un près de l'urinoir. X entre rapidement et se rend au 3e urinoir. Y entre 1 minute après et se rend au 1er urinoir. O est debout et regarde X et Y. Y est en train de se masturber ainsi que X. X n'arrête pas de me regarder par-dessus l'épaule. Je me mets à sourire et me déplace contre le mur du fond. J'allume une cigarette. X se dirige vers le second urinoir et s'empare du sexe de Y et se met à le manipuler. Je vais à la porte pour observer le policier du jardin assis sur le banc. Il est en civil, avec un insigne. Je retourne me placer près du mur. Pendant ce temps, X est à genoux face aux urinoirs en train de sucer Y. Je retourne à la porte, vois A approcher et tousse fortement. D'autres peuvent se servir de cette étape pour se rapprocher de quelqu'un ou se rendre de l'urinoir dans un box vide. Toutes ces stratégies sont de pure commodité et non inhérentes aux principes fondamentaux de l'action. J'ai constaté que la disposition intérieure des toilettes constitue le facteur déterminant du déroulement de cette étape. S'il n'y a que 2 urinoirs, la manœuvre de l'agresseur se limitera à faire un pas vers le partenaire potentiel. Le contrat. Une fois les positions occupées et les signaux émis, les joueurs en viennent à l'échange proprement dit. En raison du caractère non contraignant de ces rencontres, l'étape du contrat ne peut être évitée. Dans les premiers moments, les participants n'ont exprimé qu'un accord limité aux moyens de mouvement du corps, et plus particulièrement en montrant leur sexe en érection. Un contrat doit maintenant être conclu pour fixer les conditions de la relation sexuelle à venir et manifester un consentement mutuel. 88% des contrats observés ont débuté selon l'une ou l'autre des modalités suivantes, en fonction du rôle souhaité par celui qui prenait l'initiative. Lorsque ce dernier veut être pointé, il accomplit cette démarche en s'emparant du sexe en érection présenté par son partenaire. Quant au pénétrant, selon les conditions du contrat, il se rend dans le box où est assis le futur pointé. Si aucune de ces initiatives n'est rejetée, le contrat est scellé. Dans la moitié des cas, chacun touche le sexe de l'autre. Quelques personnes interrogées ont souligné qu'elles appréciaient ce geste de complicité, mais il n'est pas indispensable pour conclure l'accord. L'absence de réponse négative de la part de celui qui est sollicité équivaut à un consentement. Il est à noter qu'au cours de cet arrangement, les refus sont rares. Je n'ai relevé qu'une seule action interrompue de cette façon au cours de mes observations systématiques. En parcourant une à une les étapes, les acteurs sont allés assez loin dans leur échange silencieux pour être assurés de leur complicité. Les joueurs ont déjà manifesté leurs intentions au cours des 2 phases précédentes. Maintenant, ils mettent simplement en forme leur accord et posent les conditions du dénouement. Notons que, dans ce contexte, la manifestation d'une certaine agressivité ou d'une certaine passivité à cette étape
n'indique pas en elle-même le rôle qu'adoptera finalement l'acteur au moment critique de l'interaction. Mais le rapprochement d'une telle attitude avec la position adoptée au cours de la première figure donne une indication du rôle auquel on s'identifiera. Celui qui est à la fois assis dans le box et accepte passivement le contrat terminera comme pointé. Au contraire, celui qui se tient près de l'urinoir, tout en ayant cette même attitude passive vis-à-vis du contrat, sera pointeur lors du dénouement. Les pointés les plus actifs joueront depuis l'urinoir et mettront en œuvre le contrat en touchant le partenaire. Les pointeurs actifs joueront depuis l'urinoir ou depuis n'importe où dans la pièce et mettront en œuvre le contrat en entrant dans le box d'un pointé passif, voir le tableau 4.1. Les différentes stratégies présentées dans le tableau 4.1 valent pour 77% des façons de jouer des pointés observés et pour 68% des figures accomplies par les pointeurs. Une fois encore, le rôle de pénétrer apparaît plus stable dans ces rencontres. J'ai déjà exposé les systèmes du pénétré actif et du pénétrant passif. En voici une illustration. C'était la 4e rencontre observée dans cette tasse pendant 1 heure. Celui que j'appelle ici X avait été fellateur au cours de la 2e et était resté assis sur le siège tout au long de la 3e. J'estime qu'il avait 50 ans. Il était mince, les cheveux gris et portait des lunettes. Y avait environ 35 ans, portait un jean blanc et une chemise sport de couleur verte et était du genre correct. Bien bronzé, les cheveux noirs avec un début de calvitie. Il était arrivé dans une voiture luxueuse et toute neuve. Ayant vu Y approcher depuis le pont, j'entrai juste avant lui dans la pièce. Je me tenais près du premier urinoir pendant 1 minute, jusqu'à ce qu'il commence à se masturber près d'un autre urinoir. Puis je me rendis à la fenêtre et observai la route. Quand j'étais près de l'urinoir, je pouvais voir X observer Y à travers le glory hole. Y se rendit à la fenêtre d'en face et regarda dehors. Puis, il se tourna pour me regarder ainsi que X. Il caressait son sexe à travers son pantalon, le maintenant en érection. Je lui fis signe de la tête d'avancer. Il alla vers le premier box où X se mit à le sucer. Cela prit moins de 5 minutes. Il s'essuya avec du papier et partit. X se leva, referma sa braguette et partit. X a adopté le système du pénétré passif tout au long de ses rencontres. Y a suivi, avec les encouragements de l'observateur, celui du pénétrant actif. Au total, cela a duré 10 minutes depuis l'arrivée de Y jusqu'à son départ. Soulignons que le glory hole a 3 fonctions, dont les 2 premières ont été remplies au cours de cette rencontre. Œilleton pour observer, procédé de communication, et orifice par lequel s'introduit le sexe dans le box du pénétré. Cette dernière utilisation n'est pas fréquente dans les tasses observées, et je ne l'ai constatée qu'à 2 reprises. L'accord peut être conclu sous d'autres formes que celles que j'ai décrites. J'ai pu faire une fois l'observation suivante. Un pointeur ouvrait sa braguette au milieu des toilettes, face à un partenaire potentiel. Une autre fois, ce fut un pointeur actif pelotant un homme visiblement en état d'érection sous son pantalon. L'initiative ne fut pas rejetée et son destinataire adopta le rôle du pointeur. J'ai pu voir le pointé entrer dans un box où le futur pointeur attendait, ou bien le pointeur s'emparer du sexe brandi par le partenaire face à l'urinoir. Même si ce sont là des exceptions,
Elle signifie qu'on ne peut pas se prononcer sur la répartition des rôles avant le dénouement lui-même. La stimulation. Même si elle est laissée à l'appréciation de chacun et très variable, la stimulation des préliminaires sexuels peut être tenue pour la 5e phase de ces rencontres. Comme la manœuvre, elle ne remplit pas de véritable fonction de communication et n'est pas indispensable à l'aboutissement du dénouement. Depuis le début jusqu'à la fin de la scène, presque tous les protagonistes, et certains de ceux qui attendent, se touchent. Par conséquent, le pénétré n'a pas besoin de se préparer d'une quelconque autre façon à la fellation. Contrairement au coït, la sexualité orale ne nécessite pas la rigidité de l'organe pour une pénétration adéquate dans l'orifice. Alors que l'érection constitue un signal indispensable dans les premières phases du jeu, les interruptions et les changements survenant entre l'étape du contrat et celle du dénouement ont parfois pour effet de faire cesser l'érection chez le pointeur. Selon mes observations, il n'est pas inhabituel que le fellateur prenne le sexe de l'autre dans sa bouche, même s'il est mou. Le sexe masculin est un instrument versatile. Selon les circonstances psychologiques qui lui sont propres, variant suivant le conditionnement préalable de chacun, il peut atteindre l'orgasme en moins d'1 minute. Masters et Johnson discutent rapidement les divers facteurs intervenant dans la détermination de la durée du cycle de la réponse sexuelle. La phase première, ou d'excitation du cycle humain de réponse sexuelle, se développe à partir d'une quelconque source de stimulation somatique ou psychique. Le facteur de stimulation est d'importance majeure dans l'établissement d'une augmentation suffisante des tensions sexuelles pour étendre le cycle. Si la stimulation demeure adéquate à la demande individuelle, l'intensité de la réponse s'accroît habituellement rapidement. De cette façon, la phase d'excitation est accélérée ou écourtée. Si l'approche par la stimulation est désagréable physiquement ou psychologiquement, ou est interrompue, la phase d'excitation peut être grandement prolongée ou même suspendue. Le premier segment et le dernier, phase de résolution, consomment la plus grande partie du temps du cycle complet de la réponse sexuelle humaine. Les préliminaires peuvent contribuer à maintenir la stimulation au niveau requis pour faire progresser le cycle de la réponse. Ainsi, la masturbation et le contact oral au niveau du pubis non seulement accroissent de façon agréable le plaisir sexuel des partenaires, mais peuvent aussi précipiter l'orgasme alors que le temps presse et qu'une intrusion est toujours possible. Il pleut beaucoup. O reste debout près de la porte, voit X quitter sa voiture et entrer. Y arrive en voiture. Alors que X marche vers la tasse, il attend 3 minutes et court sous la pluie. X va vers l'urinoir le plus proche de la fenêtre. Y, à l'autre, urine, commence à jouer avec son sexe, caressant doucement le gland. Je ne peux voir ce que fait X. Puis X se rapproche de Y. Ils se sont regardés et s'empare de son sexe. Y ne fait rien. Y s'éloigne vers un des box tout en se masturbant. X le suit, s'emparant à nouveau de son sexe. Le pantalon de X est fermé et je ne vois pas de traces d'érection. Il défait la braguette de Y et fait tomber son pantalon à ses genoux, ainsi que son caleçon. Tout en jouant avec les testicules de Y et en caressant ses jambes, il commence la fellation. Notons que, en raison du danger d'interruption brutale, les participants laissent rarement leurs pantalons tomber sur le sol et ne se défont
et ne défont pas d'autres vêtements. Ils sont généralement prêts à se rhabiller sur le champ. Peut-être la pluie a-t-elle apporté dans ce cas un sentiment trompeur d'immunité, comme nous le verrons plus tard. Le dénouement. L'action entre maintenant dans son étape décisive. La suite du récit précédent illustre un cas où, à la suite d'une intrusion, cette dernière phase ne suit pas immédiatement l'action qui doit y aboutir, ce qui entraîne des instants de suspense incongrus. Deux garçons, B et C, courent vers les toilettes avec leur canne à pêche. Je tousse. Y s'assoit sur le siège et X va vers la fenêtre. B et C entrent, tout en parlant à haute voix et riant de la pluie. Ils remettent en ordre du matériel de pêche dans une boîte, puis sortent en courant, la pluie ayant légèrement diminué. D. Un garçon plus âgé, d'environ 14 ans, est venu à bicyclette depuis le pont. Je ne l'ai pas vu arriver. Mais X et Y sont toujours éloignés l'un de l'autre. D entre, se rend à l'urinoir, urine, regarde par la fenêtre à côté de moi et dit « Qu'est-ce qu'il pleut ?» Je fais remarquer que ça diminue. « Je vais prendre mes jambes à mon cou, » dit-il. Il s'en va et reprend sa bicyclette en direction de la rue. Ceci représente un exemple de l'absence de consentement à la coprésence. Dans ces lieux. Voir chapitre 8. X et Y reprennent l'action. X bougeant sa tête d'avant en arrière, frottant ses mains sous la chemise de Y qui se tient toujours debout. Je vois A arriver à pied et je tousse. X et Y s'arrêtent. Y s'assoit et X retourne à la fenêtre. A entre. Je le reconnais. Je fais signe à X et Y qui reprennent la position de fellation. A promène son regard autour de l'embrasure du box pour voir, puis se dresse et regarde par-dessus la cloison pour mieux voir, se masturbant tout en se dressant. Y pousse un gémissement au moment de l'orgasme et serre la tête de X par derrière. X se lève et continue à masturber Y même après l'orgasme. Y se retire immédiatement et remonte son pantalon. X retourne vers la fenêtre. Y cherche du papier dans un autre box, mais il n'y en a plus. Il remet son sexe dans son pantalon, tire la fermeture éclair et s'en va. Il vient du côté de la fenêtre, près de moi, me parcourt du regard. Je souris et m'éloigne. A reste sur le siège. On notera, entre autres détails, dans cette description l'importance du jeu des mains dans l'acte sexuel lui-même. Les mouvements du corps et des mains entraînent l'action d'étape en étape, palliant la difficulté née du silence des partenaires. Tout d'abord, grâce aux mains, l'organisation de la rencontre est maintenue en dépit de l'absence d'encouragement verbal. Des caresses, des tapes amicales, de simples saluts, une aide au moyen des mains, des gestes d'encouragement peuvent tous être pratiqués tout au long de l'action. En principe, celui qui joue le rôle du pointeur soutiendra l'action de celui qui suce, soit en serrant l'arrière de sa tête ou de son cou, soit en posant ses mains sur les épaules de son partenaire. Comme le remarque un pointé très assidu, quand vous êtes en plein acte sexuel, ce n'est pas seulement l'organe sexuel qui fonctionne, tout le corps s'y met. Et on veut utiliser son corps entier, et les mains ont une grande importance dans le sexe.
À côté des organes eux-mêmes, je pense que les mains constituent la partie la plus importante, même plus importante que la bouche pour embrasser. J'y crois vraiment, car on peut faire des choses fantastiques si on sait s'y prendre. Avec ses mains, on peut faire des choses fantastiques sur le corps des autres. Sans autre instrument spécifique, scientifique que les yeux, il est impossible de dire dans quelle proportion on utilise volontairement et involontairement les mains. Il est certain que, pendant l'orgasme, il se produit un grand nombre de mouvements involontaires ou dus à des spasmes des extrémités, comme ceux que décrivent Masters et Johnson. Pour des raisons physiologiques, seul le pointeur serre involontairement avec ses mains et seulement pendant la période qui entoure l'orgasme. Il peut arriver toutefois que le pointé ait des raisons purement fonctionnelles de saisir son partenaire. Des interviewés ont évoqué le fait de serrer la base du pénis avec la main comme un moyen d'éviter une poussée qui les bâillonnerait ou les étoufferait. Enquêter. Si le type est bien monté, je le sais par expérience, je ne veux pas qu'il m'enfonce son truc au fond de la gorge. Désolé, mais ça fait mal. Ça peut faire vomir. Enquêteur. Comme quand on met ses doigts au fond de la gorge. Enquêter. Exactement. Et cela peut être très gênant. Aussi, habituellement, j'essaye de tenir le coup. Je sais jusqu'où je peux le prendre. Alors je vais mettre ma main à un certain endroit. Et je sais qu'il ne peut aller plus loin que ma main. Le même participant poursuit, en décrivant un autre usage fonctionnel des mains pendant la fellation. Enquêter. Je me sers donc de mes mains sur les couilles également sur le scrotum. Cela peut faire des choses folles. Enquêteur. Vous disiez quelque chose à propos des hanches, ou l'ai-je imaginé? Enquêter. Les hanches ou l'arrière des jambes. Cela a une certaine utilité que les gens ne comprennent pas. Ces muscles se contractent en premier au moment de l'orgasme, dont c'est un des premiers signes. Quand ces muscles de l'arrière commencent à se contracter, les jambes se raidissent. Ces muscles se contractent ou bandent, ou en tout cas deviennent durs. On peut alors dire qu'à ce moment, l'orgasme va être atteint. Cela est très utile à savoir, surtout si on se fait un type. Puisqu'on peut dire d'aller plus vite, ou continuer à faire ce qu'on fait. On peut au moins se tenir prêt à savoir ne pas se retirer brusquement. J'ai le sentiment que si l'on s'appliquait à observer les aspects autres que les organes sexuels proprement dits au cours d'une rencontre entre partenaires de sexe opposé, on découvrirait le même rôle des mains. Exploration du corps du partenaire, soutien de la tête ou pression sur le dos, stimulation des zones érogènes, nombreuses caresses. Au moins, dans la phase finale, le silence au cours des rencontres sexuelles ne règne pas seulement dans les tasses. Quand le corps communique directement avec le corps, le langage parlé n'est plus nécessaire. Jusqu'ici, dans l'histoire, l'acte sexuel constitue le seul langage universel, peut-être parce que la langue est précisément l'organe de la communication parmi beaucoup d'autres, et le larynx est moins important que les lèvres. Comme on l'a souligné, c'est cette absence d'engagement physique, ainsi que le silence, qui tend à rendre le sexe dans les tasses moins personnel. Quand les mains entrent vraiment en jeu, le niveau d'engagement de l'acte sexuel tend à s'élever. Est-ce pour cette raison que certains s'efforcent de l'éviter? Je vis la main de X lorsqu'il fit signe à Y qui était à l'autre côté d'entrer dans son box. Y entre, se tient debout faisant face à X. Il ouvre sa fermeture éclair. Y
X passe ses mains autour des fesses de Y, le dos des jambes, et remonte sous sa chemise tout en le suçant. Y se tient plutôt immobile, les mains juste écartées de ses flancs pour laisser à X la liberté de mouvement sans le toucher. Le premier contact physique entre les partenaires est celui de la bouche, des lèvres et de la langue du fellateur avec le pénis du pénétrant. De la rencontre des organes naissent un frottement et une succion qui engendrent l'orgasme, but ultime de la rencontre. Un certain nombre d'interlocuteurs affirment que la sensation physique née d'un rapport oral, sans être très différente de celle qui naît d'un coït, est en réalité plus stimulante ou excitante selon leurs propres mots. Si certains hommes mariés, parmi ceux qui acceptèrent de participer à des entretiens, affirmèrent préférer les sensations nées de la fellation à celles nées d'un coït, la plupart convinrent que cela vaut surtout lorsque d'autres conditions sont remplies, quand, par exemple, les deux actes se déroulent dans un lit. Beaucoup d'entre eux ont tendance à considérer ce qui se passe dans les tasses seulement comme un substitut par rapport à la vraie chose. C'est différent, et j'aime les deux. Je suppose que vous diriez que je préfère faire l'amour avec ma femme. Se faire faire une pipe, ça n'est pas comme faire l'amour, mais ça a ses bons côtés aussi. En fait, je ne sais pas. Je ne l'avais jamais envisagé comme ça. Je pense qu'on ne peut vraiment pas comparer les deux choses. Disons simplement que j'aime les deux. Certains pointés conservent le sperme et l'avalent. D'autres se raclent la gorge et le crachent. Dans un cinquième des rencontres observées, j'ai remarqué que les pointés crachaient après l'éjaculation de leur partenaire. Un interviewé déclarait qu'il crachait seulement quand ça avait mauvais goût. Les goûts sont d'une diversité incroyable. On peut presque déterminer le régime de quelqu'un d'après ce goût. Une personne avec un bon régime, normal, équilibré, son liquide aura une saveur très légère, piquante, salée. Quelqu'un qui a beaucoup bu, même sans être saoul ou sans avoir la gueule de bois, simplement trop bu, la chose a un goût d'alcool. Et je veux dire un pur torboyau, le goût le plus infect qui soit. Je n'ai pas été en mesure de trouver de références médicales au goût du liquide séminal, et n'ai donc pas été en mesure de vérifier le jugement de ce connaisseur. D'autres enquêtés répondent simplement, pour leur part, que tous les hommes n'ont pas le même goût. Les actes de fellation se déroulent généralement à l'intérieur d'un box. Ainsi, le pointé se trouve dans une position plus confortable que s'il était accroupi ailleurs dans la pièce. En cas d'intrusion, cette position ne nécessite le mouvement que d'un seul acteur. La tactique y trouve également son compte. Si celui qui préfère la position de pointé s'empare d'un box et y reste un certain temps, il se légitime, indique le rôle qu'il souhaite jouer et se contente d'attendre l'arrivée d'un partenaire. Les 29% restants d'actes observés se déroulent devant les urinoirs. De cette position, chaque participant peut, en cas d'intrusion, se retourner vers les cuvettes. Le pointé est mal arc-bouté et probablement dans une position très inconfortable. Parfois, l'acte se déroule devant la fenêtre. J'ai appris que cela vaut surtout lorsqu'il n'y a pas de guetteur, car ainsi, il est possible au pointeur de tenir également ce rôle. Quand la fellation se déroule loin du siège des toilettes, le pointé s'assoit habituellement sur ses talons ou se laisse tomber sur ses genoux pour que le contact indispensable se réalise. Il arrive que pendant une fellation, d'autres hommes s'attroupent pour regarder.
Beaucoup continueront à se masturber tout en observant et parfois sans ouvrir leurs pantalons. L'échange qui constitue le point de mire de tous dure également plus de quelques minutes. Dure rarement plus de quelques minutes, pardon. En parcourant mes données, j'ai trouvé des indications qui montrent que j'ai grossièrement surestimé le temps écoulé entre la pénétration et l'orgasme. Ce qui me paraissait un long moment, parfois estimé à 5 ou 10 minutes, traduisait sans doute ma seule nervosité pendant cette phase. M'efforçant de passer pour un voyeur-guetteur, les deux faces du rôle réclamaient la plus étroite attention pendant ces instants. Il m'était impossible d'utiliser ma montre. Aucun véritable voyeur ne regarderait sa montre en plein milieu d'un acte sexuel. En fait, je pense que la pénétration par la bouche dure entre 10 secondes et 5 minutes, sans compter les interruptions. À 2 reprises, j'ai vu des couples engagés dans un rapport anal. Cette forme de sexualité est rare dans les tasses, probablement en raison de la durée nécessaire à son accomplissement et aux problèmes de déshabillage complet et de rhabillage. Ces deux facteurs accroissent le risque d'être appréhendé en pleine action. La masturbation mutuelle constitue de temps en temps un moyen d'atteindre l'orgasme, en particulier près des urinoirs, ou ailleurs dans une pièce pleine de monde. Dégager les lieux. Après la fin du rapport sexuel, la plupart des pointeurs s'enferment dans le box pour se servir de papier hygiénique. Après s'être nettoyé le sexe, les partenaires réajustent leurs vêtements et remontent leurs braguettes. Dans les rares cas où les toilettes que nous avons observées comportaient un lavabo en état de marche, ils se lavaient parfois les mains avant de partir. Dans presque tous les cas observés, le pointeur se rendait à sa voiture immédiatement après s'être lavé. Il arrive que le pointé parte également, mais, le plus souvent, il attend dans la tasse l'arrivée de quelqu'un d'autre. Parfois il devient, au cours de la rencontre suivante, le pointeur, comme dans le récit suivant. X est âgé d'environ 45 ans. Il porte une chemise verte et un pantalon bleu clair. Il conduit un coupé sport rouge, dernier modèle. Y est âgé d'environ 30 ans. Il conduit une Ford décapotable verte. Il est vêtu d'une chemise bleu clair, d'un pantalon bleu foncé et d'une cravate classique. Il est d'aspect viril, bronzé et bien vêtu. B a environ 40 ans, perd ses cheveux. Il est mince, bronzé, porte des lunettes à monture d'écaille et une chemise sport grise. Il est 2h25 par un beau jeudi après-midi. Il y a peu de gens dans le jardin. B était assis sur le siège quand O est entré. O est resté devant l'urinoir 1 minute. Il remarque B qui l'observe à travers le glory hole. Il traverse la pièce vers une fenêtre éloignée, regarde et allume une cigarette. Y entre et se dirige vers le premier urinoir. C'est au tour de X d'entrer juste sur les pas de Y. Il se rend au troisième urinoir. Il reste là environ 5 minutes. X fixe sans cesse B par l'embrasure du box, ainsi que moi. Je passe vers la fenêtre opposée et regarde par le carreau manquant. X est en train de se masturber. Y se rend au second box, baisse son pantalon et s'assoit. Je retourne à la fenêtre de droite.
Y écarte ses jambes et se met à se masturber. Il a enlevé sa veste et l'accroche par-dessus la cloison du box. Il s'est laissé tomber sur le siège des toilettes, comme s'il était assis sur un pliant, les jambes tendues presque droites devant lui, mais écartées. Il se masturbe ouvertement. Je retourne à la fenêtre qui donne sur la rue. X se rend à la fenêtre à côté de Y, reste droit 1 minute, puis se penche et s'empare du sexe de Y et commence à le caresser. Il s'agenouille sur le sol et commence la fellation. B s'assoit à ce moment dans son box et se masturbe. Y pousse un petit gémissement au moment de l'orgasme, puis il se nettoie, et X se retrouve debout près de la fenêtre et se masturbe tout en regardant Y. Y tire la chasse d'eau, remet sa veste, ferme son pantalon et s'en va. X va dans le box de B et se fait sucer par lui. Cela ne dure pas plus d'1 minute. X va vers l'urinoir, se racle la gorge, crache et s'en va. J'ai pu voir les voitures de X et de Y par la fenêtre. J'ai donné à cette situation le nom de rencontre en série. De façon générale, pour faciliter une analyse ultérieure, je les ai divisées en rencontre A, rencontre B, etc. Mais je n'ai pu opérer alors ni pour l'exemple précédent, ni pour quelques autres en raison de la rapidité avec lesquelles les séquences se sont succédées. Au moment de la saison de la chasse, les rencontres en série constituent le genre le plus courant. Quand l'action commence à battre son plein, une série peut s'étendre sur toute une journée, chaque groupe de participants s'autorisant du précédent de la séquence antérieure. La rencontre simultanée au cours de laquelle plus d'un acte sexuel se déroule en même temps constitue une autre forme d'action qui tend à augmenter le volume global. Mais le dénouement est rarement simultané. Ce sont plutôt des salves qui se succèdent. C'est un vendredi après-midi chaud et humide. Quelques jeunes garçons jouent au ballon dans le parc. Des couples d'hétérosexuels se tiennent dans leur voiture garée tout près. X a environ 35 ans, l'air costaud, tatoué, habillé de vêtements de travail sales. Il conduit une vieille Chevrolet. A est âgé d'environ 35 ans, vêtu avec soin d'une chemise sport et d'une cravate. Je note, allure masculine mais porte un anneau au petit doigt. Il conduit un modèle nouveau de voiture étrangère bon marché. B a environ 50 ans. Il est lourd d'aspect, les cheveux gris, porte des vêtements de sport, plutôt débraillés. C a environ 40 ans, portant bedaine, habillé d'une chemise sport blanche et d'un pantalon bleu foncé. Au moment où O est entré, X et Y étaient assis chacun sur un siège. A se tient debout près de la fenêtre opposée et regarde vers la pièce, tout en urinant. O remarque que X l'observe à travers le glory hole. O reste devant l'urinoir pendant environ 4 minutes. Pendant ce temps, A se rend dans le box où se trouve X, qui se met à le sucer. X est un suceur qui engloutit avec tellement de bruit que je devine ce qui se passe sans voir. Y regarde X et C tout en se tenant sur le siège des toilettes, tandis que A suce Y. A doit s'accroupir, mais continue à se masturber. Il commence à avoir foule de ce côté de la pièce, si bien que O se déplace vers la fenêtre opposée. De là, il ne voit qu'une partie du derrière de A, le visage et les épaules de Y, et le derrière de C. X serre les fesses de C entre ses genoux et fait glisser ses mains de haut en bas, derrière les jambes. Quand C a fini, il part sans s'essuyer. A en finit avec Y à peu près en même temps, se rend au 3e urinoir et crache. Y s'essuie et s'en va.
A traverse en direction de la fenêtre où se tient O. Il regarde à l'extérieur par le carreau cassé. Il n'a pas fermé sa braguette, et il commence à se masturber en regardant O d'une manière suggestive. O, se sentant mal à l'aise, retourne à la fenêtre située de l'autre côté. B entre, et A ferme sa braguette. B jette un regard circulaire tout en se dirigeant vers l'urinoir du milieu, mais ne reste là qu'un court instant. Puis il se déplace vers le box où se trouve X. Personne ne paraît gêné par la présence de B, ni ne semble le reconnaître. O s'en va, suivi de près par A qui engage la conversation avec lui près de la fontaine. Tout cela n'a pris que 25 minutes. Maintenant, le lecteur doit pouvoir comprendre que le jeu assez simple en 6 étapes que j'ai décrites, dont 4 seulement sont indispensables à l'action, peut se pratiquer avec une infinie variété et composer des changements inattendus. Chaque rencontre se résume en fin de compte aux 4 étapes fondamentales. Prendre position, faire savoir par signe, passer le contrat, conclure. Mais toutes les rencontres sont néanmoins différentes. Une tape sur l'épaule, un signe de la main, un éventuel merci murmuré conclut l'action. Le rituel du départ est simple et bref. Quand tout est fini, les uns se rendent à leur domicile ou à leur travail. Les autres retournent à leur voiture et attendent l'arrivée de joueurs nouveaux. Et un petit nombre se risque éventuellement dans une autre tasse pour se mettre en place pour une nouvelle rencontre. On a observé que ces jeux duraient de 5 à 40 minutes, avec une moyenne de 18 minutes. Les rencontres dans les tasses exigent donc relativement peu de temps. Un quart d'heure pour qui sait où aller et comment jouer le jeu. Il est probable que beaucoup de femmes au foyer dans les banlieues pensent que leur mari est retardé par la circulation, quand, en fait, il s'est arrêté dans une tasse. Faire face aux intrusions. L'intrusion d'un nouveau venu au sein du périmètre d'interaction entraîne toujours une interruption de l'action. Celui qui pénètre dans la tasse doit être légitimé, sinon le jeu cessera, du moins aussi longtemps qu'il sera présent. Il en résulte une espèce de réaction de panique, jusqu'à ce que l'intrus soit accepté ou disparaisse. Le jeu se désorganise et les stratégies ne visent plus à atteindre le dénouement, mais d'abord à se protéger et à se faire une idée sur celui qui a profané le périmètre. Bon, ils s'envoient en l'air ou font leur truc dans la tasse, et soudain la porte s'ouvre en claquant et quelqu'un entre. Ils se séparent tout de suite. Ça se tourne dans tous les sens. L'un se détourne à l'intérieur du box, l'autre se tourne et se lève. Il change de position. Le troisième traverse vers l'un des urinoirs. Puis, il regarde par-dessus le box. Lui, de son côté, regarde par-dessus le haut de chaque box. Il pense. Est-ce que je le connais? L'ai-je vu ici ou pas? C'est la première chose. Alors on essaye de voir. Combien de temps va-t-il rester là? Est-ce qu'il pisse ou qu'il reste simplement là? Tout ça passe dans votre tête. Bon, alors on décide. Ça va, je suis hors de danger, avec l'espoir que ce n'est pas un flic qui se paie notre tête. Outre caler, c'est-à-dire abandonner complètement le jeu, j'ai découvert 3 manières principales de faire face à la tension provoquée par de telles intrusions. La première est la réponse générale et presque automatique,
qui consiste à fermer sa braguette. La première réaction d'un homme, quand il est menacé, est de cacher ce qui est visible. Puisque, dans le cas de conduite déviante, comme le jeu sexuel, le risque n'est pas tant physique que moral, ce mécanisme de protection consiste à dissimuler l'objet du délit plutôt que de se mettre à couvert. Dans le jeu de la guerre, où il s'agit avant tout de se protéger physiquement, la première réaction face à une intrusion est de se jeter ventre à terre. Dans la mesure où la participation à un jeu déviant risque de conduire au tribunal plutôt que dans un hôpital quelconque, il faut rapidement se débarrasser de toute preuve susceptible de faire du tort. Ainsi les fumeurs de marijuana planquent la came, les voleurs balancent le pognon, et les adeptes des tasses ferment leurs braguettes. En fait, je me suis rendu compte que les joueurs ferment leurs braguettes, non seulement lorsqu'une intrusion les menace, mais toutes les fois que quelqu'un pénètre dans le périmètre de l'interaction. Et, de façon plus générale, dans toutes les occasions où le monde extérieur empiète sur le monde intérieur. Note: Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life. On peut comparer ces points avec la discussion qu'entreprend Goffman des problèmes de dramaturgie au sujet de la ségrégation des publics. Un mouvement involontaire, comme vérifier si sa braguette est fermée, entrerait tout également dans cette forme de protection. La plupart des participants ne manquent pas de le faire juste avant de quitter les toilettes. De même, un hippie inspecte la piole pour s'assurer que la came est planquée et qu'il est débarrassé de tous les mégots avant de se risquer à l'extérieur. La deuxième technique habituelle consiste à faire semblant d'être innocent. De cette façon, les participants se désolidarisent de l'action déviante. Un interviewé décrivait cela comme un désintérêt soigneusement élaboré. J'ai rencontré cette forme d'indifférence dans les nombreuses occasions où mon arrivée avait interrompu l'action. Elle ne règne pas longtemps. Dans ces rencontres, l'action engagée possède une étonnante tendance à reprendre, après une interruption, et à se réorganiser. La légitimation ne semble jamais prendre beaucoup de temps. Les hétéros restent rarement plus de 2 minutes. Ceux qui attendent leur tour, soit entament les mouvements d'approche, soit commencent par servir de guetteurs. Les adolescents perturbent habituellement de façon durable les rencontres. Dans la ville où j'ai conduit mes observations, peut-être la légitimation posait-elle moins problème du fait que la police n'y utilisait plus d'appât dans les tasses. Car, quand cette menace existe, le processus de légitimation est habituellement plus long et plus élaboré. La troisième technique entraîne ce que je nommerais une enquête de pure spéculation. Comme le montre l'exemple précédent, chacun devient sa propre commission d'enquête auto-désignée. Cette procédure exige une observation minutieuse grâce à laquelle les participants recueillent des indices d'identification que laisse échapper le nouvel arrivant. Quand quelqu'un est convaincu que le nouveau ne présente pas de danger, des signes de tête sont échangés dans toute la pièce. L'action reprend, d'abord avec quelque prudence, et la crise est terminée. Parfois, cela ne se dénoue pas aussi facilement, et le jeu de la tasse peut se terminer en désastre plutôt que conduire à son dénouement. En dépit de la mise en œuvre des modes d'action collective par lesquels ces rencontres conservent leur caractère non contraignant et dépourvues de tout engagement, il arrive que les défenses échouent et que les conséquences redoutées se produisent. On traitera dans le prochain chapitre les différentes façons dont on peut être découvert. Nous les qualifierons de risques du jeu. L'édifice le plus élaboré et le plus minutieux de règles, de rôles et de stratégies s'effondre parfois.